Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de l'incroyable histoire de la canon. Une dernière partie dans laquelle je vais revenir plus en détail sur certains des films produits par ce mythique studio, à l'existence courte mais particulièrement intense comme vous avez pu le constater dans les 2 premiers épisodes. Des films pour certains devenus cultes. Des films qui restent encore et toujours en mémoire des nostalgiques de la firme dirigée de main de fer par les cousins Golan et Globus. On commence par l'un des plus grands succès de l'ère de la VHS, celui qui révéla Jean-Claude Van Damme. Je veux bien évidemment parler de l'inoubliable Bloodsport. Je pars pour Hong Kong. Tu es sûr de ce que tu veux? Vous honorez. Maître, c'est tout ce qui compte pour moi. Je t'ai fait don de toutes mes connaissances. Lorsque tu combattras, mon esprit combattra à tes côtés. Réalisé en 1988 par l'obscur Newt Arnold, un réalisateur qui avait la particularité d'être borgne et qui avait jusque-là fait l'essentiel de sa carrière en tant qu'assistant réalisateur, Bloodsport raconte l'histoire de Frank Dux, interprété par Van Damme, qui débarque à Hong Kong pour participer au Kumite, un tournoi d'arts martiaux clandestin. C'est le plus grand comité jamais vu. Il y aura des combattants de tous les pays. J'ai été désigné par la IFAA pour vous assister, ainsi que tous les autres participants nord-américains. En dehors du tournoi, il est interdit de se battre. Si vous ne respectez pas cette règle, vous serez disqualifié. À Hong Kong, Dux va faire la connaissance de Jackson, un autre combattant venu lui aussi des États-Unis. Tous deux n'auront qu'un seul objectif, battre le tenant du titre, Chong Li. Il n'a encore jamais été battu. C'est lui qui détient tous les records, même celui du plus rapide KO. Il a tué un type au dernier comité. Ouais, j'étais là, il lui a carrément brisé la nuque. Pauvre mec est mort sur le coup. Et Chong Li l'a regardé crever en se marrant. Cette histoire, écrite par Sheldon Lettich, un vétéran du Vietnam qui deviendra par la suite un grand ami de Van Damme, est basée sur les échanges qu'il a eus avec le véritable Frank Dux. Car oui, Frank Dux est un personnage bien réel, connu et respecté à l'époque pour son parcours d'ex-marine devenu une figure du ninjutsu, l'art des shinobi plus communément appelé ninja. Personne ne soupçonnait alors que tout ce que lui raconte Dux était totalement faux. On apprendra en effet bien plus tard qu'il n'y a jamais eu aucune preuve d'une quelconque existence du Kumite, le fameux tournoi clandestin. Alors rappelez-vous, c'est du full contact. Il y a 3 façons de gagner. Soit vous mettez l'adversaire KO, soit il abandonne et doit crier « maté », ça veut dire « j'abandonne », soit vous arrivez à l'éjecter de l'aire de combat. C'est du gâteau, ça. Le script entre les mains, Menahem Golan, l'un des 2 patrons de la canon alors dans une passe difficile, décide de confier le rôle principal à Michael Dudikoff, l'un des acteurs phares du studio, héros de la série American Warrior. Mais celui-ci est jugé trop grand pour incarner le spécialiste des arts martiaux. Golan range provisoirement le script de Bloodsport dans les tiroirs, jusqu'à ce qu'il rencontre Jean-Claude Van Damme dans les circonstances qui vous ont été narrées dans l'épisode précédent. Quand je suis arrivé aux USA, je ne parlais pas anglais. Et j'ai contacté toutes les personnes que je savais, comme Stallone, Chuck Norris, producteur, casting et agent, directeur. Et finalement, c'est la Canon Film qui m'a accroché. Pas encore démasqué, le véritable Frank Dux est alors engagé pour coordonner les combats et entraîner un Van Damme pas assez en forme à son goût pendant 3 mois. Un entraînement que l'acteur qualifiera de plus difficile de sa vie. Le tournage de Bloodsport a lieu entièrement à Hong Kong, notamment dans la célèbre citadelle de Kowloon, l'un des plus grands bidonvilles du monde, avant sa démolition en 1993. La ville fortifiée, c'est pas un endroit pour les touristes. Ici, on est à Hong Kong. Mais bientôt, on va passer une frontière invisible et entrer dans les bas-fonds de la Chine. Je plaisante pas. On est dans une espèce de no man's land, au milieu d'un paradis touristique. Ça remonte à l'accord de bail signé entre la Grande-Bretagne et la Chine. On va passer de la lumière du jour à l'obscurité des couloirs étroits. Maintenant, il faudra être sur vos gardes. Van Damme n'étant pas un véritable pratiquant professionnel, il est demandé à ses adversaires, qui eux sont des figures des arts martiaux, d'atténuer leurs coups et leurs techniques pour ne pas ridiculiser l'acteur à l'écran. Non! La première en partant du bas. L'une des plus célèbres scènes du film est celle qui montre Frank Dux faire la démonstration du Dim-Mak. Une scène dans laquelle il explose une brique par simple pression de la main. Si Senzo Tanaka est son Shidoshi, alors qu'il nous montre le Dim-Mak. Tu sais ce que c'est, toi, un Dim-Mak? Sa spécialité. Wow! Ouais! Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.
La technique du DIMA, que l'on appelle également le toucher de la mort, existe réellement. Mais elle s'apparente plus au geste que l'on voit pratiqué notamment par Uma Thurman dans Kill Bill qu'à celui effectué par Van Damme. C'est pas Dean Mac. Et ça, c'est Big Mac. Ah! Tiens, cadeau. Une fois terminé et monté, le film ne satisfait personne. Ni la Canon, ni Van Damme, qui demande alors à Menahem Golan de le remonter lui-même. Mais pour te dire, j'ai toujours été involved avec le découpage. Acteur, je suis bien. Editing, I'm a master. Et j'ai été demandé à Menahem Golan, le patron de la Canon. Voilà, I beg. I said, please, Menahem. Il faut qu'on sorte ce film. S'il te plaît, laisse-moi au moins essayer de remonter le film, parce que je suis certain qu'on peut faire beaucoup mieux. So much better. Sorti au cours de l'année 1988, Bloodsport est un énorme succès, rapportant près de 50 millions de dollars au box-office pour un budget estimé à 2 millions de dollars. Un succès qui ne permettra malheureusement pas à la Canon de se sauver. Devenu culte, le film connaîtra 3 suites sorties directement en vidéo, mais sans Jean-Claude Van Damme qui poursuivra sa carrière avec le succès que l'on connaît. Véritable madeleine pour bon nombre d'entre nous issus de la génération VHS, Bloodsport reste encore et toujours aujourd'hui une série B ultra divertissante et d'une redoutable efficacité malgré son scénario famélique et des acteurs pas toujours au top. On remonte à l'année 1986 avec un autre film de la Canon qui fut en son temps un véritable hit de vidéoclub. Ce film, c'est American Warrior 2 de Sam Firstenberg avec Michael Dudikoff et Steve James. Avant toute chose, il faut préciser que ce long métrage ne fait absolument pas suite au premier American Warrior, qui était justement déjà réalisé par le même Sam Firstenberg et avec le même duo en tête d'affiche. C'est UGC, le distributeur français des films de la Canon, qui avait à l'époque décidé de renommer cet Avenging Force, titre original de ce long métrage, en American Warrior 2 pour sa sortie dans les salles hexagonales. Un choix par pur opportunisme après le succès de American Warrior, premier du nom. American Ninja. Mais c'est avant même la sortie de American Warrior que les deux patrons de la Canon sentent qu'ils tiennent en Michael Dudikoff, la future star du studio. C'est donc tout naturellement qu'ils lui proposent rapidement le projet de Avenging Force. Menahem et Yora m'ont invité à dîner, raconte Dudikoff. Pendant le repas, ils ont posé le scénario devant moi et m'ont dit « Dudikoff, ça c'est le scénario de Avenging Force, et il est pour toi celui-là. Tu vas être génial dans ce film. Ok Menahem, je vais le faire. Moi je pensais que j'allais encore jouer les ninjas. Non, on verra plus tard pour les ninjas. On a beaucoup de films pour toi, Michael. Mais avant, ça sera Avenging Force. » Tout a commencé par un défilé de carnaval. Un défilé transformé en bain de sang. Jusqu'à ce que Michael Dudikoff, héros du film American Warrior 1, revienne pour une nouvelle mission. American Warrior 2. Avenging Force raconte l'histoire d'un ancien agent de la CIA qui, après avoir fait échouer un attentat contre un député, devient la cible du groupe d'extrême droite à l'origine de cet attentat, déterminé à l'éliminer dans une véritable chasse à l'homme. Le scénario de Avenging Force avait tout d'abord été proposé à Chuck Norris pour en faire la suite de Invasion USA. Mais l'ancien karatéka le refusa, estimant que ce film ne mettrait pas assez en valeur ses qualités athlétiques. Dudikoff, lui, accepte sans hésiter. Le scénario m'a beaucoup plu. C'était vraiment différent de mes films précédents. Après la lecture du scénario, je me suis dit « Cool, ça va être marrant ». C'est plus sombre, c'est plus réaliste aussi. Et puis au vu des personnes avec lesquelles j'allais travailler, cette expérience allait m'aider en tant qu'acteur. J'allais pouvoir enrichir mon jeu. Quand on est passionné par son métier, on aime relever de nouveaux défis pour atteindre un niveau supérieur. Après mon rôle de ninja, j'avais très envie de jouer ce type de personnage. Le réalisateur Sam Firstenberg est lui aussi emballé par ce script qui va lui permettre de tourner à la Nouvelle-Orléans dans un environnement particulièrement hostile. Menahem m'a donné le script, je l'ai lu, et j'ai réalisé que c'était un fantastique scénario. Il y avait une bonne grosse dose d'action et 2 super rôles principaux. Des rôles taillés pour Michael Dudikoff et Steve James.
Le scénario écrit par l'acteur John Booth pour Chuck Norris est à peine modifié pour convenir à Michael Dudikoff. Direction donc la Nouvelle-Orléans pour un tournage qui va s'avérer extrêmement difficile, notamment dans les bayous comme en témoigne Michael Dudikoff. J'ai failli me faire dévorer par un alligator à plusieurs reprises. On ne sait jamais ce qui nous attend, c'est vraiment toujours très excitant. Chaque jour on se disait mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Il pouvait y avoir 20 ou 30 serpents dans les arbres, des sangsues. Je devais faire attention aux araignées dans les arbres. Mais bon, on s'est tout de même bien amusé sur ce film. On a eu pas mal de rebondissements. Pour supporter ces conditions difficiles, Dudikoff peut également compter sur la présence de Steve James, avec qui il avait déjà partagé l'affiche de American Warrior et avec lequel il entretient une forte amitié. Steve était pour moi comme mon demi-frère. On travaillait ensemble, on mangeait ensemble, on s'entraînait ensemble, on avait beaucoup de respect l'un pour l'autre. On avait hâte de se retrouver sur le tournage. J'avais déjà tourné avec lui sur American Warrior, et quand j'ai vu qu'on serait à nouveau réunis dans Avenging Force, j'étais vraiment content de retrouver mon super pote. Une amitié qui prendra brusquement fin en 1993 avec la disparition prématurée de Steve James qui succombe à un cancer du pancréas. Il me manque. C'était vraiment un super mec. On a partagé tellement de choses. Quand j'ai appris son décès, ça m'a vraiment fait quelque chose. Il manque à beaucoup d'entre nous. C'était vraiment un chouette type. Après avoir ramené le montage de 2h15 à 1h40, la Canon sort Avenging Force le 12 septembre 1986 dans les salles américaines avec le légitime espoir de réitérer le succès de American Warrior. Mais le public ne suit pas et le film n'encaisse qu'à peine 5 millions de dollars de recettes. La suite envisagée en cas de succès ne se fera donc pas. La Canon oblige donc Michael Dudikoff à reprendre son costume de ninja pour la véritable suite de American Warrior. Opportunément rebaptisé pour le marché français, American Warrior 2 connaît un succès assez correct avec plus de 550 000 entrées. Mais c'est surtout sur le marché de la vidéo que le film connaîtra un énorme succès aux quatre coins du monde, devenant un véritable hit de vidéoclub. Si le film a un peu vieilli, il reste aujourd'hui une série B plaisante à revoir, avec son lot de scènes d'action toujours assez spectaculaires. Mention spéciale pour le long final dans les bayous qui conclut parfaitement le film. Dans sa quête de respectabilité à Hollywood et pour tenter de détacher son étiquette d'usine à nanars, la Canon avait lancé au cœur des années 80 plusieurs projets confiés à des cinéastes jouissant d'une certaine cote, notamment auprès des critiques. Parmi ces projets, celui de Runaway Train, que le réalisateur russe Andrei Konchalovsky, vainqueur du prix spécial du jury au Festival de Cannes en 1979 pour son film Sibériade, avait lui-même apporté à la Canon. L'origine du scénario de Runaway Train remonte aux années 60. Le grand cinéaste japonais Akira Kurosawa a pour projet à cette époque de réaliser son premier film hollywoodien. Inspiré par un article du magazine Life narrant l'évasion de 2 prisonniers à bord d'un train lancé à pleine vitesse en plein cœur de l'Alaska, il en tire un scénario qu'il prévoit de réaliser pour le studio Embassy dirigé par Joseph Levine. Monsieur Barstow, j'ai 2 prisonniers extrêmement dangereux en cavale. Eh bien moi j'en ai rien à foutre de vos putains de prisonniers en cavale. J'ai une saloperie de train meurtrier sur les bras avec 3 personnes à bord. Et il ne me reste plus qu'une seule voie de libre pour m'en sortir. Si je ne ramène pas mes prisonniers, je ne serai plus maître de la prison. Est-ce que vous savez à quoi ressemble une émeute dans une prison de haute sécurité ? Le patron du studio Embassy confie à Kurosawa un budget conséquent pour l'époque de 5,6 millions de dollars pour qu'il puisse mettre en boîte son scénario. Un scénario que le cinéaste met du temps à traduire dans la langue de Shakespeare, retardant le début de la production prévue pendant 16 semaines à partir de l'automne 1966. Le tournage nécessitant la présence de neige, il est finalement reporté à l'automne 1967. Mais un nouveau report va définitivement enterrer le projet. En 1982, la société Nippon Herald, qui possédait les droits du scénario de Kurosawa, demande à Francis Ford Coppola s'il est intéressé pour mener enfin ce projet de film à son terme. Mais le réalisateur du Parrain ne veut plus s'embarquer dans un tournage aux conditions difficiles après son long calvaire sur Apocalypse Now. Coppola et son producteur Tom Ludi suggèrent alors le nom de Andrei Konchalovsky. Séduit par le projet, le cinéaste russe accepte de relever le défi et parvient à lever les fonds nécessaires à la réalisation de Runaway Train auprès de la Canon avec qui il est en contrat. Ils m'ont donné une totale carte blanche d'un point de vue artistique.
Bien sûr, je devais respecter le budget qui m'était alloué, mais ils ont été très généreux avec moi. Ils prenaient un risque en produisant un tel film, mais ils m'ont laissé faire le film que je voulais. Je m'en vais, tu viens. Est-ce que tu viens? Si tu veux, je t'attends. Konchalovsky contacte alors l'acteur Jon Voight pour jouer l'un des deux rôles principaux. Les deux hommes se connaissent bien. Voight avait en effet aidé le réalisateur à obtenir son visa pour travailler aux États-Unis dès 1979. Une proposition que l'acteur de Macadam Cowboy va tout d'abord refuser. Au départ, il a dit non, je veux pas le faire, explique Konchalovsky. Je ne veux pas jouer un criminel, etc., etc. Je veux pas le faire. Je lui ai tout de même demandé si nous pouvions faire un test. Je lui ai expliqué et j'ai finalement pu le convaincre que je voulais un personnage positif, mais qui avait de la violence en lui. Et quand il a compris ce que je cherchais, il s'est repenché sur le script de manière très sérieuse, et puis on a fait le test, et il a été formidable. Eh Benny, je veux que tu saches que je suis fier de faire équipe avec toi. Écoute, D, j'apprécie que tu m'aies aidé, mais on fait pas équipe tous les deux. Et je suis pas fier de toi, y a pas de quoi. Regarde-moi ces tatouages. Ah, ça, il serait parfait au bord d'une piscine à Acapulco. Eric Roberts, frère de la célèbre Julia, est par la suite rapidement choisi pour partager l'affiche avec Jon Voight. Ils m'ont envoyé le scénario, et c'était un tout petit scénario, qui faisait à peine 20 pages. Je l'ai trouvé super, mais je leur ai quand même dit qu'il fallait l'étoffer. À ce moment-là, j'ai enchaîné avec un film qui s'appelle Le Pape de Greenwich Village, et puis je n'ai plus de nouvelles de l'équipe de Runaway Train pendant presque 1 an. Puis ils m'ont enfin renvoyé le scénario de Runaway Train, qui était complètement différent, et là, il était encore meilleur. Mais qu'est-ce que tu fous ici? Ce que moi je fais ici, je travaille sur ce train, et vous, qu'est-ce que vous faites? Nous, ce qu'on fait ici? On va te le dire, ce qu'on fout ici. On est en route pour Las Vegas. On doit rencontrer notre meilleur ami, Wayne Newton. Pourquoi? C'est vous qui contrôlez les billets ou quoi? Si Karen Allen ou Jodie Foster sont un temps annoncés pour tenir le rôle principal féminin, c'est finalement Rebecca De Mornay qui est retenue pour ce qui sera son premier film d'action. Il y a eu un nombre conséquent de célèbres actrices qui voulaient jouer ce rôle, explique Konchalovsky. Notamment Jodie Foster. Je crois qu'elle m'en a toujours voulu de ne pas l'avoir choisie. Parce que je lui ai dit qu'elle était trop jolie pour ce rôle. Elle m'a demandé pourquoi. Et je lui ai répondu qu'elle ressemblait plus à quelqu'un qui travaille dans un bar ou dans un bureau. Tu ne peux pas incarner quelqu'un qui travaille dans un train. Rebecca De Mornay était très belle, très féminine. Mais je sais pas, c'était un choix spontané. Le tournage débute au début de l'année 1985 en Alaska. Mais rapidement, l'équipe se trouve confrontée à une succession de problèmes. Cela commence avec la mort tragique du pilote d'hélicoptère, Rick Holley, qui se crache en effectuant des repérages. Une mort qui faille définitivement stopper le tournage. Le film lui sera d'ailleurs finalement dédié. Puis sont survenus les problèmes météorologiques. En raison en effet des températures clémentes cette année-là, il manque l'élément principal nécessaire au décor du film, la neige. Les techniciens n'ont alors pas d'autre choix que d'utiliser de la neige artificielle qu'ils doivent en permanence renouveler car elle a aussi tendance à fondre. Pour ne rien arranger, Konchalovsky est également confronté au caractère difficile de Eric Roberts qui met une ambiance épouvantable sur le plateau. Il y a eu tellement de fois où je l'ai haï sur le plateau. Il était difficile mais surtout très instable. Et quelqu'un qui est instable cherche des ennuis avec tout le monde. Et pourtant Eric est un acteur sensationnel. Les événements finissent heureusement par se calmer et Konchalovsky peut terminer son tournage de manière plus sereine après un passage dans le Montana pour les scènes de prison et à Los Angeles pour certaines scènes d'intérieur. Runaway Train sort le 17 janvier 1986 aux États-Unis. Mais malgré un bon accueil de la critique, le film n'attire pas les foules, loin de là. Produit pour un budget de 9 millions de dollars, il n'en rapporte que 7,5, victime assurément d'une mauvaise distribution.
La Canon a été formidable avec moi, mais ils ne savaient visiblement pas comment distribuer le film. Ils ont voulu distribuer leur film tout seuls, et ça a été leur plus grande erreur. Je me rappelle que Menahem m'a appelé en me disant « On a le meilleur cinéma pour ton film à New York, le Carnegie ». Je me suis dit « Waouh, le Carnegie, c'est génial !» Et le lendemain de la sortie, mon ami Miloš Forman m'appelle. Et il me dit « Andrei, j'ai vu ton film, il est fantastique, il est génial. Mais pourquoi tu as choisi de le montrer dans un aussi horrible cinéma ?» D'habitude, il n'y a que des films indiens dans ce cinéma. Et dans la salle, il n'y avait que des Indiens. J'ai dit « Oh mon Dieu !» et je suis parti vite voir Menahem. Il me dit « Ne t'inquiète pas, on sait très bien ce qu'on fait. » Donc le problème avec la distribution, c'est qu'ils ne savaient absolument pas ce qu'ils faisaient. En France, le film sort le 21 mai 1986 et attire un peu plus de 560 000 spectateurs. Un résultat que l'on peut tout de même qualifier de semi-échec. Mais malgré des scores décevants, la Canon reste persuadée que Runaway Train va remporter un Oscar, le Graal tant convoité par Menahem Golan. On a fait un pari avec Menahem, raconte Konchalovsky. Je lui ai dit « On ne va jamais remporter d'Oscar ». Et tu sais pourquoi ? Parce que la Canon a une réputation épouvantable. Une réputation de maître du nanar. Et là, il me répond « Je te parie $1000 qu'on aura un Oscar ». Je lui réponds « Ok, mais si je gagne, tu me donnes les $1000 en coupure de $1. Comme ça, je les afficherai un par un au-dessus de mon bureau. » Et bien sûr, j'ai gagné. Le film ne reçoit en effet aucun Oscar, mais parvient tout de même à décrocher un Golden Globe pour la performance de Jon Voight. The winner is Jon Voight. On termine avec un pur produit d'exploitation comme on produisait à l'appel la Canon au début des années 80, mais celui-ci a la particularité de faire suite à un premier film qui marqua toute une génération d'amateurs de cinéma de genre. The Exterminator, the man they pushed too far. En 1980 sortait Le Droit de tuer, dit Exterminator en anglais. Un long métrage réalisé par James Glickenhaus qui surfait sur la vague du succès des films de justiciers qui sévissaient à l'époque et qui fut un énorme carton grâce notamment à une scène de décapitation particulièrement choquante. Un film que j'aborderai d'ailleurs prochainement dans Retour à l'écran. En bon opportuniste qu'ils sont, les deux cousins à la tête de la Canon décident naturellement de racheter les droits de The Exterminator pour en faire la suite. La découverte hier soir des deux hommes carbonisés laisse croire aux policiers de la brigade criminelle que le héros vengeur hors la loi, baptisé par la presse l'exterminateur, serait de retour. Le détenteur de ces droits est un dénommé Mark Bunzman. Ce dernier, qui n'a aucune expérience derrière la caméra, accepte de les céder à la seule condition qu'il écrive le scénario et qu'il réalise lui-même cette suite qui s'appellera sobrement Exterminator 2. La Canon n'a donc vraiment pas d'autre choix que d'accepter ce deal et alloue au néo-réalisateur un budget modeste de moins de $2 millions. On retrouve donc l'exterminateur, toujours incarné par Robert Ginty, qui va une nouvelle fois arpenter les rues de New York pour faire le ménage. J'ai lu le scénario et je me suis demandé ce que je pouvais faire de nouveau avec ce personnage, raconte Ginty. La première chose que je me suis dit, c'est qu'il fallait que j'humanise un maximum ce personnage au sein d'une histoire qui restait très violente. Une histoire avec un fond tout de même réactionnaire. C'est l'histoire d'un homme qui se fait justice lui-même, et donc pour l'humaniser, je me suis inspiré du personnage de Dustin Hoffman dans Les Chiens de paille et celui de Jon Voight dans Délivrance. Deux personnages qui à la base ne sont pas violents, mais que les circonstances les obligent à le devenir. Si le scénario reprend naturellement tous les codes du sous-genre du vigilante flick, il s'inspire également d'un autre carton de la fin des années 70, Les Guerriers de la Nuit de Walter Hill. Notamment au travers du personnage de chef de gang incarné ici par Mario Van Peebles que l'exterminateur va devoir affronter. C'est de ça qu'il s'agit, le vrai pouvoir. On va établir un ordre nouveau. Cette ville est à nous. Mais il faudra frapper très fort. Mon destin est le vôtre. Et de se battre pour récupérer nos droits. S'il faut mourir pour les obtenir, c'est mieux que de vivre sans idéal. Ouais. Je suis votre messie. Et vous êtes mes guerriers. On va prendre tout ce que je veux. Et moi, je veux tout. Et je veux aussi l'exterminateur.
Tous ensemble, nous sommes puissants. Et ensemble, nous allons bientôt régner. Le tournage débute au début de l'année 1984 et se déroule intégralement à New York. Si les prises de vue se déroulent sans accroc, la suite va s'avérer bien plus compliquée. Quand les deux cousins de la Cannon visionnent le premier montage, ils sont véritablement catastrophés. Le film est trop mou, trop sage et manque donc de scènes choc. On est en effet loin du film trash au réac qu'attend le studio. La Cannon, estimant qu'un remontage ne suffirait pas à le rendre plus proche de leurs attentes, elle demande alors à William Sachs, le producteur délégué et réputé pour être un excellent film doctor, de faire lui-même des reshoots et de tenter de sauver le film. J'avais fait pas mal de suggestions pendant le tournage à Mark, le réalisateur, pour éviter qu'on en arrive là. Mais Mark ne voulait pas en écouter une seule. Il ne voulait rien entendre. Il a dit « Je suis le réalisateur, c'est mon film ». Et c'est là que les ennuis ont commencé et que ça a continué comme ça. Mark n'était pas un mauvais garçon. Il était juste tellement dépassé par tout ça. Quand on m'a demandé de faire les reshoots, j'ai dû demander un petit délai, car j'ai dû réécrire le scénario. Le scénario original n'avait en effet aucun sens. Sachs doit également composer avec l'absence de l'acteur principal Robert Ginty, qui est déjà reparti sur un autre projet. J'aurais aimé travailler avec lui, je l'aimais bien. Alors c'est là que j'ai eu l'idée du casque de soudure et du lance-flamme, ce qui nous permettait de ne plus avoir besoin de Ginty. À la place, j'ai donc demandé à plusieurs cascadeurs de porter le masque pour interpréter l'exterminateur. Même problème avec l'actrice Deborah Geffner, qui interprète la compagne de l'exterminateur et qui, elle, réclamait une grosse somme d'argent pour revenir sur le tournage. Pour contourner le problème, Sachs choisit une solution plus radicale. Pour Deborah Geffner, son agent demandait trop d'argent, donc j'ai tué son personnage. On a tourné cette scène où son personnage est allongé nu sur le lit avec un X sur son dos, morte. Donc ça rend l'exterminateur encore plus énervé et c'était bien pour le scénario. C'est une jeune fille qui est venue pour faire la doublure de Deborah Geffner, elle devait avoir 18 ou 19 ans, peu importe, et elle est venue avec sa mère pour s'assurer que tout se passerait bien. Pour des questions de budget, Sachs doit effectuer ses reshoots non plus à New York mais à Los Angeles. Une délocalisation qui oblige la production à trouver certaines astuces pour que cela ne se devine pas à l'écran, comme jeter des ordures dans les rues et peindre les trottoirs de Los Angeles d'une couleur différente pour que cela ressemble à New York. Une fois les reshoots terminés et le film remonté, il est envoyé à la MPAA, la commission de censure américaine qui décide de la classification des longs métrages. Le verdict est sans appel. La commission, jugeant le film finalement trop violent, demande un nombre conséquent de coupes. La plupart des reshoots ayant été justement consacrés à rendre le film plus violent qu'il ne l'était initialement. Après une longue bataille sur de nombreuses coupes exigées par la commission, Exterminator 2 est enfin autorisé à sortir sur les écrans américains le 14 septembre 1984. Robert Ginty, one man pushed to the limit, fights back in Exterminator 2. Mais le public ne se rue pas dans les salles et le film n'encaisse qu'environ 4 millions de dollars de recettes. En France, le film sort en novembre 1985 dans une version moins expurgée, mais passe également totalement inaperçu. Exterminator 2 connaîtra finalement en France comme aux États-Unis un énorme succès à sa sortie en VHS. Bon, on va pas se mentir, Exterminator 2 n'est pas vraiment un chef-d'œuvre. On pourrait même le qualifier de nanar pour plein de raisons. Mais il fait partie de ces petites séries B comme on en produisait à la chaîne dans les années 80, qui réveillent à chaque visionnage la fibre nostalgique de tous ceux qui ont connu l'âge d'or de la VHS. Le genre de film dont beaucoup étaient produits par la Cannon, qu'on aimait regarder entre potes pour passer un moment sans prise de tête. Merci donc aux deux cousins Golan et Globus de nous avoir offert tant de plaisirs coupables que l'on revit toujours avec autant de plaisir et il faut l'avouer avec une certaine nostalgie. C'est la fin de cette mini-série consacrée à l'incroyable histoire de la Cannon. On se retrouve très vite pour de nouvelles remises en lumière. En attendant, tous nos précédents épisodes sont toujours disponibles sur notre site, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical.
si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back in full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.